Je m'appelle Jean-Marie Devreux. J'ai passé ma vie à rédiger des actes notariés, à prouver par des mots ce qui appartient à qui. Ironie du sort, ce soir-là, c'est ma propre vie qu'on essayait de me voler. Il faisait froid dehors, un de ces soirs de décembre où le vent de Lyon siffle dans les volets. J'étais assis dans mon fauteuil du salon, feignant la somnolence. Depuis plusieurs semaines, ma belle-fille, Clotilde, préparait mon café chaque matin avec un zèle qui me paraissait presque attendrissant. Ce soir-là, elle pensait que les comprimés faisaient encore effet. Je l'ai entendu chuchoter à mon fils. Après Noël, on le placera. Tout est prêt. Certificat médical, procuration et surtout, la maison. Tu es sûr? Demanda Laurent, la voix hésitante. Regarde-le, répondit-elle sèchement. Il ne se rend compte de rien. Une fois qu'il sera déclaré inapte, le notaire nous remettra tout. 800 000, net. Mon cœur battait fort, mais je gardais le souffle régulier. J'ai compris à cet instant que je n'étais pas malade, j'étais piégé. Depuis la mort de ma femme, Clotilde s'était installée dans ma routine, café au lait à l'aube, promenade au marché, rendez-vous médicaux, par précaution. Peu à peu, elle avait convaincu tout le monde que j'avais la tête qui flanche. Je l'avais cru, moi aussi, au début. J'oubliais des mots, je mélangeais les dates. On m'avait parlé de chagrin, d'âge, de fatigue. Mais ce soir-là, en entendant sa voix, tout s'est éclairci. Le brouillard n'était pas dans mon esprit, mais dans mon sang. Je n'avais pas bu son café depuis une semaine. J'en renversais la moitié dans l'évier dès qu'elle tournait le dos. Ce soir-là, je faisais semblant de dormir, les mains sur mes genoux pendant qu'il parlait de moi comme d'un meuble à déplacer. La maison sera vendue d'ici février, ajouta-t-elle. Je me charge des papiers. J'ai senti une chaleur glaciale me traverser. Ce n'était plus seulement une trahison, c'était un cambriolage de chair et d'âme. Quand ils sont montés se coucher, je suis resté seul dans le salon, la lumière du lampadaire découpant leurs ombres sur le mur. J'ai ouvert mon carnet de cuir, celui que Clotilde croit rempli de poèmes de jeunesse. J'y ai noté la date, l'heure, leurs mots. Puis j'ai écrit « Ils croient que je dors. Demain, je commencerai à jouer leur jeu. » À cet instant précis, la colère est devenue stratégie. Je n'étais plus le vieil homme qu'on voulait endormir. J'étais le notaire de ma propre vérité. Et ce soir-là, sans qu'ils le sachent, le dossier de leur chute venait d'être ouvert. Le lendemain matin, Clotilde est descendue dans la cuisine avant moi, comme toujours. Je l'ai entendue faire couler le café, ouvrir doucement le petit tiroir à gauche du four, le son d'un comprimé écrasé contre la porcelaine. Ce bruit-là, je le connais désormais mieux que ma propre respiration. Quand je suis entré, elle m'a souri avec une douceur qui aurait pu tromper un ange. « Bonjour, papa. Bien dormi ?» « Comme un enfant, ai-je répondu. Elle posa la tasse devant moi, la même tasse bleue que ma femme utilisait autrefois. Je la pris entre mes mains, la portai à mes lèvres, et laissai couler une gorgée sur ma langue sans avaler. Je fis semblant d'avaler, puis posai la tasse sur le journal du jour. Elle crut que je buvais encore, et quitta la pièce. Je versai le reste dans le pot de fleurs, doucement, en silence. Dans le reflet de la fenêtre, j'ai vu mon visage, maigri, pâle, plus vieux que je ne le suis. Mais mes yeux n'avaient jamais été aussi clairs. Je n'étais pas malade. J'étais observé. Depuis des semaines, tout avait été orchestré. Clotilde répondait à mon courrier, gérait mes comptes, appelait mes médecins. Elle avait convaincu la banque que je souffrais d'un trouble de mémoire. Mon fils, lui, avait signé sans lire. Je ne lui en veux pas. Il n'a jamais eu la tête pour ces choses-là. C'est une faiblesse que Clotilde a su exploiter mieux que quiconque. Ce jour-là, j'ai décidé de jouer le rôle qu'ils attendaient. J'ai laissé tomber ma canne exprès au marché. J'ai confondu le nom du poissonnier. J'ai appelé ma voisine « Madame » au lieu de son prénom. Clotilde souriait, satisfaite. Chaque erreur volontaire devenait une preuve de plus dans son dossier imaginaire. Mais chaque soir, dans ma chambre, je notais tout. Les dates, les doses, les phrases exactes. J'ai même gardé un mouchoir imbibé de café glissé dans un sachet en plastique, vieille habitude de notaire, garder trace de tout ce qu'on ne peut pas dire. Un après-midi, j'ai pris un vieux dictaphone, celui que j'utilisais jadis pour mes clients. J'y ai enregistré sa voix. Elle parlait à quelqu'un au téléphone, dans le jardin. Oui, le médecin signera. D'ici peu, il sera déclaré inapte et on pourra vendre sans problème.
Ce mot, inapte, m'a brûlé les oreilles. On déclare inapte un cheval, une machine, pas un homme. Je me suis juré que ce mot serait le dernier qu'elle utiliserait contre moi. Le soir, elle a préparé le dîner. Mon fils riait, insouciant. Je me suis forcé à manger, lentement, calmement. J'ai posé ma fourchette et dit « Vous savez, Clotilde, j'ai rêvé que quelqu'un essayait de m'empoisonner. » Elle a ri. « Vous voyez, papa, même vos rêves deviennent confus. » Je lui ai souri en retour. Mais dans ce sourire, il y avait déjà le début d'une preuve. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai décroché un cadre dans le couloir. Derrière la photo de famille, j'ai dissimulé une petite clé USB. Mon premier enregistrement y dormait, prêt à parler pour moi le jour venu. Et tandis que la maison s'endormait, j'ai compris une chose essentielle. Ils pensaient que j'étais faible, mais c'est eux qui s'endormaient chaque nuit à côté d'un homme qui, désormais, notait tout. Demain, je me ferai passer pour plus lent encore. Je leur laisserai croire qu'ils gagnent du temps. Parce que dans les affaires comme dans la vie, la patience vaut plus qu'un revolver, et moi, j'ai toute la patience du monde. Les jours suivants, j'ai commencé à vivre comme un espion dans ma propre maison. Chaque objet devenait un témoin potentiel. La tasse du matin, la boîte à pharmacie, la facture laissée sur la table. Clotilde croyait que j'étais lent, distrait. Elle ne voyait pas que, derrière mes lunettes, j'enregistrais tout, avec la précision d'un greffier en colère. Je sortais peu, mais chaque sortie comptait. Un matin, j'ai prétexté un contrôle médical pour aller voir un ancien collègue, maître Dumas, encore en activité. Je lui ai raconté une partie de l'histoire. Pas tout, juste assez pour qu'il comprenne le danger. Il m'a écouté sans m'interrompre, puis m'a remis une enveloppe. « Voici l'adresse d'un détective privé, » dit-il. « Il travaille discrètement. Et prenez ceci aussi. » Dans la seconde enveloppe, il y avait une petite caméra, minuscule, qu'on pouvait fixer dans une lampe de bureau. Le soir même, je l'ai installée dans mon salon. Je voulais la voir agir, cette femme qui m'appelait « papa », avec des yeux pleins de mensonges. Les jours ont passé. Chaque matin, le même rituel, café, sourire, pilule. Chaque soir, je versais discrètement le liquide dans un bocal que je rangeais dans le buffet. 3 bocaux, puis 4. À la fin de la semaine, j'en avais 7. J'ai confié le tout au détective, un homme discret, aux gestes précis. « Vous voulez une analyse complète ?»« Oui, et vite. » Quand il m'a rappelé 2 jours plus tard, sa voix était grave. « Il y a des traces de zolpidem, monsieur. Des doses fortes. C'est un somnifère puissant. » Je n'ai rien dit. J'ai seulement noté le mot zolpidem sur mon carnet, entre 2 noms de témoins. Puis je suis allé voir mon médecin. Je lui ai demandé de refaire un bilan sanguin pour ma mémoire. Le résultat est tombé 3 jours plus tard, la même molécule, preuve confirmée. Pendant ce temps, Clotilde préparait son grand plan. Elle avait convaincu mon fils de me présenter à un neurologue. Elle parlait souvent d'un établissement à Saint-Rambert, spécialisé dans les cas comme le mien. Un soir, elle a laissé sur la table un dossier cartonné. Je l'ai ouvert quand elle s'est absentée. À l'intérieur, un formulaire de curatelle, déjà signé par mon fils. Et en haut, une date soulignée, le lundi suivant. J'ai refermé le dossier, calmement. Je ne ressentais plus de peur, juste une clarté froide, celle qu'on ressent avant une signature importante. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec Maître Dumas. Nous avons rédigé un document simple, transfert temporaire de procuration. Mais cette fois, elle n'était pas pour eux, elle était pour mon avocate, Marguerite Leroux. Une femme aussi redoutable que patiente. Je me souviens encore de sa phrase « Laissez-les avancer, on ne gagne jamais une bataille en criant avant l'heure. » Ce soir-là, j'ai monté le son de la caméra avant de me coucher. J'ai entendu leur voix dans le salon. « Il est presque prêt, » disait Clotilde. « Tu crois qu'il signera sans poser de questions ? » Il signera. Il veut juste la paix. Ils avaient raison. Je voulais la paix, mais pas la leur, la mienne. Et pour l'obtenir, il me fallait une dernière pièce au puzzle, leur confiance totale. Le lendemain, j'ai pris ma canne, j'ai marché plus lentement que jamais, j'ai bégayé un peu exprès. Clotilde a posé sa main sur mon épaule avec un faux regard tendre. « Ne t'inquiète pas, papa, on va tout arranger. » Je lui ai répondu doucement. « Je le sais, ma fille, je vous fais confiance. » Elle a souri, et dans ce sourire, j'ai vu la fin commencer.
Le lundi du rendez-vous, je me suis levé plus tôt que d'habitude. La maison était encore silencieuse. J'ai pris le temps de regarder chaque objet autour de moi, le cadre de ma femme, le fauteuil où je faisais semblant de dormir, les traces de café sur la table. Tout ce décor allait bientôt devenir une scène de théâtre. Clotilde descendit peu après, habillée trop élégamment pour une simple visite médicale. « Prêt pour ton rendez-vous, papa ?»« Oui, » ai-je murmuré. « J'espère qu'il pourra m'aider à retrouver un peu de clarté. » Elle sourit, persuadée que son plan touchait au but. Sur le trajet, elle parlait fort, comme on parle à un vieillard fatigué. « Le docteur va te poser quelques questions simples. N'aie pas peur, c'est juste une formalité. » J'ai hoché la tête, le regard dans le vide. En réalité, chaque mot, chaque tournure de phrase, je les stockais dans ma mémoire comme un notaire enregistre un testament. Le neurologue m'a reçu dans un bureau impersonnel, odeur de désinfectant et rideaux gris. Un homme pressé, payé d'avance, visiblement plus attentif au formulaire qu'à moi. « Monsieur Devreux, vous savez où nous sommes ?»« À la mairie, non ?» Il nota quelque chose. « Et l'année ?»« 1980 ?»« Non, pardon, je ne sais plus. » Il leva les yeux vers Clotilde qui hocha la tête d'un air attristé. J'ai senti sa satisfaction derrière son masque de compassion. Après quelques questions absurdes, il me serra la main. « Reposez-vous, monsieur. Nous enverrons le rapport à votre famille. » Votre famille. J'ai noté intérieurement ce mot. Il me brûlait presque les oreilles. De retour à la maison, Clotilde ouvrit le courrier du jour devant moi sans la moindre gêne. « Oh, regarde, une offre pour un service d'aide à domicile. Ils pensent à tout, ces agences. » Je me suis contenté de sourire. Elle ignorait que j'avais déjà envoyé une copie de ma déclaration d'imposition, de mes relevés de compte et du dossier médical à mon avocate. Marguerite Leroux savait désormais tout, le nom du neurologue, le laboratoire d'analyse et même l'adresse de la future résidence spécialisée où j'étais censé finir mes jours. La nuit venue, j'ai branché une autre caméra, cette fois dans le couloir. Le son est faible, mais on distingue leur voix. « Le docteur a signé ?»« Oui, » répondit Clotilde. « D'ici 2 semaines, il sera officiellement inapte. »« Et après ?»« Après, on vend la maison et on part à Nice. J'ai arrêté l'enregistrement, puis l'ai copié sur une clé USB. En dessous, j'ai écrit à la main « Pièce numéro 3, aveu indirect. » Vieille habitude de métier. Les jours suivants, j'ai accentué ma comédie. Je répétais les mêmes phrases, je laissais ma montre sur la table, j'appelais Clotilde « ma chérie », en oubliant exprès son prénom. Elle adorait ça. Elle croyait voir la lente agonie de ma raison. Moi, j'observais la sienne. Un soir, elle est entrée dans ma chambre sans frapper, un dossier à la main. Voilà les papiers à signer pour la banque, juste une autorisation de gestion, rien d'important. Je pris le stylo avec des doigts tremblants, fis mine de ne pas comprendre, puis signai, sur la marge blanche, d'un trait vide. Elle ne regarda même pas, pressée de ranger le document dans sa sacoche. Dès qu'elle sortit, je pris mon téléphone et composai le numéro de Marguerite. « C'est fait, » dis-je. Elle croit que j'ai signé. Un silence. Puis la voix calme et ferme de mon avocate. « Parfait. Laissez-la croire encore 3 jours. Samedi, vous jouerez votre dernier acte. » Ce mot, acte, m'a donné des frissons. C'est un mot que j'ai tant de fois écrit pour les autres, jamais pour moi. Cette fois, j'étais le notaire et le sujet de l'histoire. Ce soir-là, je suis resté longtemps à ma fenêtre, regardant les lampadaires allumer la rue. Je n'éprouvais plus de colère. Seulement une concentration froide, presque paisible. Ils pensèrent que j'étais une ombre, mais j'étais devenu un miroir, et bientôt ils allèrent devoir s'y regarder. Le samedi arriva, le jour où tout devait se jouer. La maison sentait la cannelle et le vin chaud. Clotilde avait dressé la table avec soin, nappe blanche, verres à pied, bougies dorées. Elle voulait une atmosphère parfaite, une scène idéale pour l'ultime acte de sa comédie. Je l'observais discrètement depuis le couloir. Elle riait avec mon fils, arrangeait les couverts, donnait des ordres d'un ton léger. À les voir ainsi, personne n'aurait pu imaginer qu'à cette table se tenait une tentative de meurtre en slow motion. Le repas commença dans une apparente harmonie. On parla de tout et de rien, les études du petit Paul, les vacances, la météo. Je jouais mon rôle à la perfection,
lent, distrait, presque docile. Puis, au moment du dessert, Clotilde posa sa fourchette, se leva et annonça « Papa, il faut qu'on parle de ton avenir. » Laurent prit un ton solennel. « Le médecin a confirmé ton état, tu auras les meilleurs soins et tu pourras te reposer. » Je hochai la tête doucement. Clotilde sortit une chemise cartonnée de son sac. « Voilà la procuration définitive. Nous nous occupons de tout, ne t'inquiète pas. » Je laissai planer un silence, puis je murmurai « Vous savez, j'ai aussi préparé quelque chose. » Elle fronça les sourcils. J'ai sorti de ma veste une petite télécommande et appuyé dessus. Le téléviseur du salon s'alluma d'un coup. Sur l'écran, elle. Clotilde, dans le jardin, téléphone à l'oreille. « Oui, le médecin signera. D'ici peu, il sera déclaré inapte et on pourra vendre sans problème. » Le silence tomba. Le vin cessa de couler. Mon fils pâlit. Je continuai. Et ça, c'était mardi dernier. Deuxième vidéo. Elle, dans la cuisine, écrasant les comprimés avec une cuillère. Il ne remarque rien, le vieux. Clotilde se leva d'un bond, la main tremblante. « C'est sorti de son contexte ?»« Bien sûr, dis-je, comme tout ce que vous avez signé. » Au même instant, la sonnette retentit. 2 gendarmes entrèrent, accompagnés de Marguerite Leroux. Ma chère avocate, droite, implacable. « Madame Clotilde Devreux, vous êtes placée en garde à vue pour tentative d'empoisonnement, faux et usage de faux, et abus de faiblesse. » Laurent, le visage livide, se leva. « Clotilde, dis-moi que c'est faux. » Mais elle ne dit rien, juste ce regard, celui d'une femme qui vient de réaliser qu'elle a tout perdu. Les gendarmes lui passèrent les menottes. Je restai assis, calme. Marguerite posa une main sur mon épaule. « C'est fini, Jean-Marie. » Je regardais mon fils, il tremblait. Elle m'a dit que c'était pour ton bien, je ne voulais pas te faire de mal. « Je sais, » répondis-je, « et c'est pour ça que je ne porterai pas plainte contre toi. Mais tu apprendras à lire avant de signer, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, honteux. Le silence s'installa de nouveau, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge. Puis, doucement, j'ai versé du café dans ma tasse. Un café noir, simple, sans poudre, sans mensonge. Je l'ai bu d'une seule gorgée, les yeux fixés sur la porte que l'on refermait derrière eux. Cette nuit-là, la maison sentait encore la cannelle, mais plus la peur. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis endormi profondément, sans café amer, sans poison, sans mensonge. Quelques semaines ont passé depuis ce fameux dîner de Noël. Le silence de la maison me semble presque apaisant maintenant. Chaque pièce respire à nouveau, débarrassée du parfum entêtant du mensonge. Les traces de Clotilde se dissipent lentement, sa tasse préférée au fond du placard, son foulard oublié dans l'entrée, un parfum froid sur la poignée de la porte. Je ne les ai pas jetés, j'ai préféré les garder comme des preuves d'une comédie terminée. Le procès s'est tenu à la fin du mois. Une salle claire, presque vide, le parquet qui craque sous les pas des avocats. Clotilde est entrée la tête haute, mais son regard cherchait le mien. Je ne lui ai pas rendu. Mon fils, lui, était assis quelques rangs derrière moi, plus vieux de 20 ans, le visage marqué par la honte et la fatigue. Marguerite a plaidé avec calme, comme toujours. Pas de colère, pas de vengeance, juste des faits, des dates, des analyses. Elle a cité les enregistrements, les analyses du laboratoire, la fausse signature, la vidéo dans le jardin. Chaque mot tombait comme un coup de marteau. Quand le juge a prononcé la peine, plusieurs années de prison ferme, plus une interdiction de gérer des biens, je n'ai rien ressenti. Pas de joie, pas de revanche, seulement un long soupir intérieur. Comme si la maison, elle aussi, expirait enfin. À la sortie, un journaliste m'a demandé « Monsieur Devreux, que ressentez-vous maintenant que justice est faite ?» J'ai répondu simplement « La justice ne se ressent pas, elle se constate. Depuis, je vis seul. J'ai vendu une partie de mes biens, donné le reste à une association qui aide les personnes âgées victimes d'abus. Je me suis installé dans une petite maison au bord du Rhône, modeste mais lumineuse. Chaque matin, je bois mon café au soleil, lentement, sans méfiance. Parfois, je reçois des lettres. Des gens me remercient d'avoir parlé publiquement de ce qu'ils vivent en silence. Des signatures forcées, des mensonges familiaux, des héritages dérobés. Ils m'écrivent « Vous avez osé ?» Mais je n'ai rien osé.
J'ai seulement fait ce que je faisais depuis 50 ans, mettre la vérité par écrit. J'ai gardé une dernière page dans mon carnet, celle où j'avais écrit « Ils croient que je dors. Demain, je commencerai à jouer leur jeu ». Je l'ai relu hier soir et j'ai ajouté dessous « Je terminé. L'acte est clos ». Il n'y a plus de rancune, plus de peur. Juste cette paix étrange qui vient quand la justice reprend sa place naturelle, silencieuse, mais inébranlable. Ce matin, en rangeant mon bureau, j'ai retrouvé un vieux cachet notarial, celui que j'utilisais autrefois pour sceller les contrats. Je l'ai pris, l'ai posé sur la dernière page de mon carnet et j'ai appuyé fort. L'encre s'est étalée doucement sur le papier. Acte authentique. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri.